Philippe, tu nous parles de quoi cette semaine? Cette semaine, je vous parle de la nouvelle version du kernel ou du noyau de Linux, la version 2.4 qui nous amène tout plein de nouveautés. Très attendu. Et nous avons également mis la main sur la version bêta du tout nouveau système d'exploitation de Microsoft, nom de code Whistler. Ne pensez même pas à toucher la télécommande qu'il y a devant vous. Philippe, lâche ça. Un logiciel de graphisme aussi puissant que Photoshop est gratuit, mais à part dans nos rêves ou dans Linux, on ne peut pas alors on ne pouvait pas imaginer ça jusqu'à tout récemment, mais maintenant, The GIMP existe en version Windows. Philippe. Exactement. Donc, The GIMP, c'est un logiciel qui existe depuis quand même assez longtemps. Je crois que c'est novembre 1997 sur toutes les plateformes Unix. C'est un programme qu'on peut aller chercher et qu'on compilait et qui nous donnait toute la puissance de Photoshop sur Unix. Sauf que là, étant donné que c'est une plateforme qui est d'open source ou de source ouverte, si on veut, oui. Le monde développait toujours de nouveaux outils pour réussir justement à améliorer le programme pour que justement il compétitionne avec Photoshop et qu'il devienne même plus puissant que Photoshop. C'est ça, donc c'est une licence GNU, comme son nom l'indique, oui. GNU Image Manipulation Exactement. Program. Alors, c'est donc un programme dont le code source est ouvert, qui est gratuit et un utilisateur l'a porté vers Windows. Donc, c'est merveilleux. Même, on peut maintenant avoir des outils graphiques sur Windows qui sont gratuits et qui sont même aussi puissants, sinon plus puissants que Photoshop. Vraiment, à ce point-là? Oui, on a vraiment tous les outils, tous les filtres qu'on va retrouver dans Photoshop, exactement les mêmes outils de palette, les outils d'avoir les différents layers ou les différentes couches pour faire les boutons en 3D. Tous les mêmes effets s'y retrouvent et sont même exactement utilisables de la même façon. Donc, tu es habitué de travailler avec Photoshop, tu vas retrouver dans GIMP exactement les mêmes fonctionnalités ou presque aux mêmes endroits. Donc, c'est vraiment quasiment une copie conforme, mais avec du code qui est open source, qui est gratuit. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les utilisateurs, donc les graphistes eux-mêmes, qui développent les fonctionnalités dont ils ont besoin. Donc, ils ont envie d'avoir un nouveau gadget, un nouveau dada pour utiliser dans leur programme. Ils se le font. Ils se le font, ils le mettent là, tout le monde en profite. Donc, GIMP devient un outil graphique qui devient de plus en plus puissant, sans avoir besoin d'investir des fonds ou de l'acheter. Donc, c'est ça qui fait que c'est beau. Et les utilisateurs Macintosh vont pouvoir incessamment le faire rouler en mode natif sous macOS 10. Évidemment, à cause du cœur Unix de macOS 10, on peut déjà le faire rouler très facilement dans une fenêtre X-Windows. Et donc, Philippe, pour aller chercher le logiciel, c'est à quelle adresse? Sur le site web qu'on voit dans le bas de l'écran, www.gimp.org. Vous êtes nombreux à nous demander si vous devriez faire le saut de Windows 98 vers Windows Millennium ou vers Windows 2000. Mais dans quelques mois, vous n'aurez même plus à vous poser cette question-là, puisque Microsoft va mettre sur le marché son tout nouveau système d'exploitation, actuellement nom de code Whistler. Donc, un nom de code Whistler qui parle d'un système d'exploitation unique, Philippe. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui avait été fait par Microsoft? C'est avec le Windows 2000 et Millennium, il y avait essayé un peu de combiner Windows NT et Windows 98, mais il y avait plusieurs ratés, ça ne fonctionnait pas très, très bien. Mais là, avec Whistler, ils ont repris leurs efforts et ça fonctionne très bien. La fusion. Oui. Il y a quelques petits bugs encore parce que c'est une version bêta, mais ça fonctionne bien. Évidemment. Donc, nous, on a testé pour vous, justement, cette version bêta, la toute dernière version bêta de Whistler. Et on va vous parler de quelques éléments, justement, de Whistler. D'abord, on va parler d'interface, de réseautique, de compatibilité, ça bien important, de stabilité et, évidemment, d'Internet et de multimédia. Donc, du côté de l'interface, on voit que, justement, le bureau est assez dépouillé, merci. C'est pas juste parce qu'on est en 1600 par 1200, mais c'est tout simplement que la plupart des fonctions se retrouvent soit dans la barre de tâches, soit dans le menu démarrer. Petit clin d'œil intéressant. Tu vois où est située la poubelle? C'est drôle, hein? Ça me rappelle vaguement le Macintosh, la poubelle dans le bas à droite. Hein? Intéressant, non? Ben, la position tout à fait logique. Pourtant. Alors, si on va voir du côté du menu démarrer ou start, on voit qu'il est vraiment radicalement différent. Oui, ça, j'avoue que c'est très, très, très différent. On a évidemment avec les deux colonnes, là, en passant. Les deux colonnes, et puis qui nous permettent de naviguer soit vers les fichiers les plus courants, dont les répertoires les plus courants, My Documents, My Pictures, My Music,
vers le poste de travail, vers le réseau, vers le panneau de configuration, etc. Je trouve que oui, c'est graphiquement très joli. Oui, effectivement. Et puis là, on n'a pas tous les programmes, on a seulement les programmes les plus fréquemment utilisés et on peut évidemment aller vers tous les programmes, vers la cascade à laquelle on est habitué. Par exemple, bon, des DM, tout ça. Menu déroulant. Là. Exactement, avec les menus auxquels on est bien habitué sous Windows. Ah, tu vois, il y a un petit bug graphique. Des petits bugs graphiques. Là. Ouais, ça arrive. C'est une version bêta. Du côté de la recherche, ça, un petit point négatif quand même, quand on va dans la recherche, regarde le petit chien. Oh non, oui. Non, pas encore un autre ami. Ben je ne pas des amis comme ça. Non, effectivement, mais ça, vous inquiétez pas, vous pouvez aller très facilement vers la fonction de recherche normale sans le petit assistant qui est assez énervant à mon avis. Du côté de la réseautique maintenant, ce qui est intéressant, un bon coup de la part de Microsoft, c'est que chaque connexion réseau existe en deux configurations qui coexistent en même temps, c'est-à-dire que tu peux avoir une configuration bureau, une configuration réseau pour la maison, mais qui coexistent en même temps. Donc, tu n'es pas obligé de reconfigurer ton Windows lorsque mettons que tu apportes ton portable du bureau à la maison. Tu peux te brancher très facilement sans difficulté. Et un autre truc qui est vraiment intéressant, c'est que justement, pour les configurations de réseau, on n'a pas besoin de redémarrer chaque fois qu'on veut changer notre adresse IP. Donc, pour moi, par exemple, un gars qui travaille souvent dans les laboratoires de compagnie, si je veux faire des tests et changer mon adresse IP, ça change automatiquement sans redémarrer à chaque fois. Exactement. Autre chose, pour l'instant, dans Whistler, on voit que certains protocoles un petit peu plus antiques ne sont pas gérés par Whistler, notamment NetBEUI. NetBEUI n'est plus supporté par Whistler. Parce que de toute façon, c'était pas vraiment utilisé. C'est des failles de sécurité. Exactement. Donc ça, c'est un bon coup, justement, on a fait le ménage. Côté compatibilité maintenant, ça, c'est la grosse question. Si vous avez des logiciels qui ont été conçus pour Windows 95 ou pour NT4, là, au fil des versions, vous vous dites peut-être, ben là, est-ce que mes logiciels vont encore fonctionner? Avec Whistler, c'est pas un problème. Oh, yeah. Intéressant, parce qu'il y a un mode compatibilité. Alors, si je vais cliquer avec le bouton de droite sur, mettons, le raccourci de GIMP, je vais dans les propriétés et je vois ici, tu sais, si tu vois la fenêtre, Run in Emulation Mode. Alors, si je clique là-dessus, je peux faire croire au logiciel qui va rouler sous Windows 95 ou sur NT4. Wow. Donc, Whistler si tu veux, va jouer un tour au logiciel et lui faire croire qu'il roule sous le système d'exploitation pour lequel il a été conçu. Ça, c'est bien intéressant. Microsoft. Ouais. Je ne le dis pas souvent, mais cette fois-là, c'est bon. Ça, c'est une fonction qui, d'ailleurs, était livrée sur le CD de Windows 2000, mais qui était relativement peu connue, mais qui n'était pas aussi implémentée de façon aussi évoluée. Donc, côté compatibilité, là encore, un bon point pour Microsoft. Maintenant, côté stabilité. Comme Windows Millennium, d'ailleurs, ça, c'est une fonction intéressante de Millennium, Windows Whistler va proposer une fonction de restauration du système. OK. Ça, tu te souviens de ça? Oui. Si on va dans... Genre, ton enfant scrape à peu près tout, puis tu peux... C'est ça, exactement. Si je vais, par exemple, comme c'était auparavant. si je vais dans les propriétés système ici, alors, bon, 2 petites secondes. Ensuite, là, on va dans System Restore. Et ce qui est intéressant et la nouveauté, c'est qu'on peut le faire lecteur par lecteur. Oh! Donc, je peux faire une restauration du système juste sur le D, juste sur le C, et je peux évidemment attribuer la quantité d'espace nécessaire. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ce qui nous permet de revenir à un état antérieur et, disons, propre de votre système. Ça, c'est très, 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 très bien aussi. Est-ce que Microsoft finirait par me faire changer d'idée que Linux, c'est pas mon système d'exploitation d'ADA? Sait-on jamais, sait-on jamais. On verra. Enfin, si on parle d'Internet et multimédia, il y a des nouvelles versions de logiciels, notamment nouvelle version d'Internet Explorer, nouvelle version de Outlook Express, nouvelle version de DirectX aussi, DirectX 8, nouvelle version de Windows Media Player. Donc, ce sont des changements relativement mineurs. Si on va du côté de Internet Explorer, on voit qu'il y a un look beaucoup plus Macintosh. Hein? Tu vois avec la petite barre à gauche. Exactement. C'est semblable. Mais c'est assez joli quand même. Si on voit ici, tu as la recherche, tu as Media, tu as un Windows Media Player qui est inclus dans... incorporé
pas mal ça, hein? Aïe, aïe. Là, si on ferme ça, on peut avoir accès directement à nos contacts d'Outlook Express, OK. de MSN Messenger, là encore directement à partir du furteur. Ça, c'est pas mal bien. C'est comme un espèce de bureau où tout est intégré ensemble. Là. Exactement. Bien, Ça, c'est un peu le même principe que MSN Explorer, qui est également livré avec Windows Whistler, mais qui est, disons, d'usage un petit peu plus familial. Tandis OK. que Explorer, c'est vrai, Internet Explorer va être beaucoup plus d'usage courant. Et ce qui est bien aussi, nouveauté de Whistler, c'est qu'on peut graver des CD sans avoir besoin de logiciels extérieurs comme Nero et Easy CD Une Creator. autre là. fonction built-in. Exactement. Pour l'instant, elle est encore assez peu conviviale. Il faut aller dans l'explorateur Windows et puis à ce moment-là, là, il faut ajouter un à un les fichiers qu'on veut intégrer au disque sur lequel on veut écrire et puis on écrit dessus à l'aide de son graveur. Là, on ne vous a pas parlé de la version serveur de Whistler, mais plutôt de la version professionnelle qu'on a ici. Il va y avoir également une version personnelle. Une version personnelle qui va comporter moins de fonctions, qui ne supportera pas le multiprocesseur, qui ne supportera pas le multimoniteur, par exemple, et auquel il va manquer certaines fonctions, dont le Internet Information Server. Donc, on ne pourra pas héberger de site web avec la version personnelle. Ça, c'est un peu malheureux, mais quand même, la version professionnelle ne sera pas tellement plus chère. C'est, à notre avis, un bon achat, je pense qu'on peut le dire. Beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial que NT ou 2000. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs de 98 et Millennium vont pouvoir migrer vers un produit aussi stable que NT ou 2000 sans sacrifier la compatibilité de leur périphérique et de leur logiciel. Il y a presque 10 ans que Linus Torvalds travaille sur son petit bébé Linux et on attendait depuis longtemps la dernière version du noyau, la version 2.4. Et Philippe, c'est de ça que tu nous parles aujourd'hui, les nouveautés du noyau 2.4. Ouais. Bon, tout d'abord, effectivement, là, on a passé de la dernière version stable qui était 2.2.17 à 2.4. Donc, pourquoi? Parce que la version 2.3 était une version de développement. Il y a eu plusieurs changements. Il y a eu des versions à n'en plus finir, mais qui n'étaient jamais très stables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé carrément, étant donné qu'il y avait trop de versions de test, de passer à 2.4 immédiatement. Bon, là, avant de vous garrocher sur le site FTP de kernel.org pour aller chercher ça, ou un site miroir, là, on prend notre gaz égal. On se calme. Exactement. En passant, si jamais vous avez besoin d'outils ou de trucs pour justement installer le noyau, vous pouvez toujours aller sur des sites miroirs. Au lieu d'aller directement sur Red Hat ou aller sur Mandrakesoft ou SUSE.com, vous pouvez aller sur un site web qui s'appelle crc.ca, comme on le voit à l'écran présentement. ftp.crc.ca. C'est un site canadien où on va retrouver toutes les distributions de Linux et tous les outils nécessaires. Donc, très bien. un petit outil intéressant. Le supermarché du Linux. Exactement. Bon, ensuite de ça, qu'est-ce qui vient, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir tout le nécessaire pour installer le noyau. Oui, évidemment. Il faut avoir donc le matériel, il faut avoir aussi... Pas juste le matériel, mais il faut avoir certaines aussi les librairies, c'est ça. incluses. Donc, comme on le voit sur le tableau présentement à l'écran, ça va nous prendre des outils de base. Comme par exemple, ça va prendre la version de GNU-C 2.91.66 de préférence. Ensuite de ça, GNU-Make 3.77. D'accord. Les outils bin ou binutils, si vous voulez, 2.9.1.0.25. Les utilitaires Linux 2.10 O. Petit Et ensuite de ça, E2FS-Progs, ça c'est pour le file system 1.19 pour le système de fichiers. Les utilitaires pour PCMCIA-CS 3.1.21, ça c'est si vous avez un laptop. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. TPP 2.4.0 si vous utilisez une connexion comme ça. Et si vous utilisez une connexion ISDN, le package 3.1 Beta 7. Là, évidemment, il n'y a pas moyen de noter tout ce que tu viens de dire. C'est un petit peu long. Oui, évidemment. Donc ça, naturellement, vous allez tout retrouver, la liste des librairies dont vous avez besoin pour installer le noyau 2.4 sur notre site web à côté3z.com. Maintenant, Philippe, pour télécharger ces librairies-là, on peut aller sur un site de librairie courant. Toutes les utilitaires, on peut les retrouver sur www.rpmfind.net, comme on peut retrouver à l'écran. Donc l'adresse, encore une fois, c'est rpmfind.net, qui est une source quasiment intarissable de tous les paquets RPM qu'on peut retrouver pour Linux, quelque version que ce soit. Bon, ensuite de ça, une fois qu'on a téléchargé tout ça, c'est bien entendu, il faut s'assurer d'avoir une version du noyau qui est déjà assez proche de 2.4. Donc, on suggère 2.2.16 ou 2.2.17 pour s'assurer un minimum de changement entre les deux. Donc, une migration harmonieuse. Exactement. D'accord. Une fois qu'on s'est assuré de tout avoir ça, on peut aller chercher
le noyau en question sur le site officiel des noyaux de Linux, qui va être kernel.org, K-E-R-N-E-L.org, comme on peut le voir sur le site web qui apparaît à l'écran. Bon, maintenant, sur ce site-là, qui est le ftpkernel.org, on se déplace dans le répertoire pub, et ensuite de ça dans Linux, et ensuite de ça dans kernel et version après ça, 2.4. c'est assez intuitif. Là. Ouais. Donc là, on peut voir à l'écran qu'il y a deux versions qui nous intéressent. Je ne sais pas si on peut les... Exactement. Donc, il y a une version qui est en .bz2, qui est un format de compression un peu plus évolué que Gunzip, qui fait environ 19 MB. Et il y a la version tor.gz ordinaire, qui est standard, qui va être à peu près 20 MB. Ouais. Bon, c'est quand même assez gros, mais ça se télécharge assez bien. Là. Puis allez, si vous avez un modem, mettez ça la nuit, le lendemain matin, c'est réglé. C'est ça. Donc, une fois que vous avez ça, avant de commencer à le compiler, il faudrait s'assurer que lorsque vous allez le compiler, vous n'interférerez pas avec les applications que vous avez. Ouais. Donc, par exemple, si vous avez une plateforme de production, ça devient important de s'assurer que si vous faites une mise à niveau du noyau, que ça ne vient pas interférer avec vos applications que vous-même vous avez développées. C'est ça que j'allais dire. Si tu as développé toi-même des applications en fonction du noyau 2.2, là, évidemment, il faut faire attention. Ouais. Mais est-ce que normalement, ça devrait être géré de façon assez fluide? Ça devrait, sauf qu'étant donné qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits, comme par exemple, pour les ports USB. Il y avait, dans la version 2.2.17, il y avait quelques tentatives pour les ports USB. Maintenant, ça devient une détection automatique. Oui, bien presque. Non seulement au départ, lorsque ton périphérique est connecté au départ, il va le détecter, mais en plus de ça, tu es en train de taponner sur ton ordinateur, tu peux plugger ta webcam. La plug, c'est hot plug ou HO, justement, il va détecter tes périphériques USB. La liste est quand même déjà assez grande, mais elle va s'agrandir avec le temps. L'autre affaire, comme tu viens de mentionner, le plug and play devient intégré maintenant dans le noyau. Donc, au lieu d'utiliser un utilitaire comme Kudzu, que aussitôt qu'il détecte quelque chose de nouveau, il va te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse avec. Il va l'intégrer automatiquement au système. Il devient automatiquement disponible à la plateforme des systèmes. Puis il va recopiler automatiquement? Bien, il ne recompile pas, sauf qu'il va aller chercher le module en question. Il va l'intégrer, donc ça devient chapeau merveilleux. Bon, ensuite de ça, il y a plusieurs améliorations qui ont été faites, comme par exemple le nombre de disques durs. Au début, Linux avait certains problèmes de détecter plus que 4 disques durs. Maintenant, avec les nouvelles cartes maîtresses qui vont peut-être jusqu'à 8 et des fois 16, bien, ils ont ajouté ça pour justement qu'on puisse utiliser beaucoup plus de disques dans notre système d'exploitation. Bon, ensuite de ça, il y avait une limite aussi sur le nombre de processus qu'on pouvait mettre ou le nombre d'utilisateurs. Il y avait beaucoup de problèmes là-dessus. Ça a tout été réglé. On peut mettre maintenant jusqu'à 2 à la 32 utilisateurs, donc je pense qu'il n'y aura plus de problème là-dessus. Ça ne devrait pas vraiment être un problème, non? Exactement. Donc maintenant, avant de faire la compilation, il faudrait s'assurer d'aller voir tous les changements qui ont été faits. Ça, on peut retrouver ça sur le site de linuxhq.com, comme on peut le voir à l'écran. Donc l'adresse est www.linuxhq.com dans le répertoire kernel/v2.4 /changes.html. Donc, vous allez voir une liste exhaustive de tout ce qui a été changé. Donc, c'est là qu'il faut aller vérifier pour s'assurer que notre système ne sera pas trop affecté par les changements. Donc, quand on a un nouveau noyau, évidemment, qui est plus évolué, c'est sûr qu'il y a plus de périphériques qui sont gérés. Donc, le noyau prend de l'ampleur. C'est ça. Donc, en ayant un noyau plus gros, ça peut prendre plus de temps à booter. Le système peut devenir lent. Sauf que la booter avec Linux, on peut recompiler le noyau. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de lire attentivement toute la liste des périphériques qui est là et d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, comme ça, on réduit de beaucoup la taille du noyau, on augmente la vitesse de notre machine, etc., etc. En terminant, Philippe, est-ce qu'il y a actuellement une distribution de Linux qui est commercialisée avec le nouveau noyau? Malheureusement pas, mais bientôt, c'est-à-dire le 12 février, SUSE Linux devrait sortir la version 7.1 qui va inclure le noyau 2.4 directement dans la distribution. Très bien, merci Philippe. Ben, ça fait plaisir. Alors, maintenant, c'est l'heure de l'œuf de Pâques de la semaine. Oui, alors, comme toujours, un œuf de Pâques extrêmement utile. Ben oui. Ben oui. Mais là, cette fois-là, il est vraiment utile. Oui, effectivement. Parce moi, je triche pas, moi. Mais tu triches jamais. Non, effectivement. Alors, on n'essaie pas d'empiéter sur la revanche des jeux quand même. Non, parce que là, on parle d'un jeu quand même assez de base. On parle de Démineur, le célèbre jeu de Windows. Comment gagner à tous les coups à Démineur? Ben, surtout quand tu mets 99 bombes là-dedans. Oui, effectivement. Donc, là, je vais y aller au hasard. La première fois, il faut y aller au hasard. OK. Il y a une séquence de touches à taper. X, Y, Z, Z, Y. Majuscule à gauche. Enter. Et là, ensuite, la première fois, il faut y aller au hasard. On n'a pas le choix. Bon, ça va, là, je me suis pas fait exploser dans la face. Ensuite,
Si on regarde bien, le pixel supérieur gauche de l'écran, tu vois, regarde ici. Ben oui. Quand je vais passer sur une bombe, il va changer. Eh ben oui, il va changer de couleur, il va devenir noir quand je vais passer sur une bombe. Alors, c'est la façon de gagner à tous les coups à des mineurs. J'imagine que c'est un feature pour le programmeur pour vérifier si ses tests marchaient bien, puis il a oublié de l'enlever. Naturellement. Alors, donc, pour gagner à tous les coups, si vous voulez savoir la séquence de touches, ça aussi, ça va se retrouver sur notre site web. Je vous la rappelle, X, Y, Z, Z, Y, majuscule à gauche, Enter. Et là, ensuite, votre premier coup, ça va être au hasard. Donc, peut-être que vous allez perdre, mais après ça, impossible de vous tromper. Surveillez le pixel supérieur gauche de l'écran. Sur notre site web, on retrouve plein de choses. Le forum, d'ailleurs, est de retour et de retour vraiment de belle façon. Donc, venez visiter notre site www.coté3z.com, comme vous voyez l'adresse au bas de l'écran. Continuez de nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. On essaie de faire le plus vite possible, mais on en reçoit des courriels de votre part. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de copies. Des tonnes de copies. C'est ça. Et ça énerve. Ben, merci beaucoup, Philippe, d'avoir été là. Ben, ça fait plaisir. Merci aussi à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Salut bien. Ciao.